point de départ, c'est vraiment la rencontre entre des lectures que je faisais, notamment Donna Haraway, Baptiste Morisot, la présence du vivant, du non-vivant, et comment ces auteurs nous invitent à penser les relations différemment de l'homme dans la nature, et comment même l'idée de dire dans la nature est quelque chose qui est problématique, avec quasiment simultanément la découverte de travail de deux artistes que j'aime beaucoup et que je suis depuis très longtemps, donc Sylvie Simon avec sa série Persistance, qui à un moment, elle aussi, va dans la nature et nous fait découvrir des végétaux de façon différente. Et Anne Zimmerman, qui elle part dans la nature la nuit comme Sylvie et qui nous donne à voir des animaux tels qu'on ne les voit jamais. Plein phare, c'est un mois de travail. 3 caméras pièges posées dans les forêts sungoviennes. Plein phare, c'est l'intrusion de l'homme. Plein phare sont les voitures qui écrasent les animaux. Plein phare, c'est le côté oppresseur de l'homme sur l'animalité. Et oui, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre ce monde de la nuit. C'est important de déranger ce monde-là le moins possible. À chaque fois, c'est quand même du repérage. Il y a des semaines où il n'y aura rien, où ils ont décidé de passer derrière ou à droite ou à gauche de la caméra. Là, la nouveauté par rapport à les dernières vidéos, c'est que je pose 3 caméras pour avoir 3 angles différents. Ce qui est intéressant avec l'utilisation des caméras pièges, c'est que l'animal, je pense, on le dérange très peu. Nous, au niveau de la vidéo, vous avez ces pleins phares, mais l'animal ne voit pas ça. C'est juste un petit point rouge tout discret, mais ils le ressentent quand même, on le voit. Le blaireau, le chevreuil, on va dire, vont être les plus sensibles. Et les plus téméraires, c'est le sanglier et le renard. Eux, ils en ont rien à faire de la caméra. C'est une image extraite de la vidéo. Et l'idée, c'était vraiment de se retrouver dans le noir. Et là, on est nouveau, l'homme qui dérange avec son phare et sa lampe torche. Et on est nouveau voyeur à observer ces animaux dans leur milieu naturel. On n'est pas à notre place, on dérange plus qu'autre chose. Ce sont des vidéos qui ont été faites en pleine montagne, de nuit, noir, sans lune, dans les Vosges, dans le coin de la Bresse. C'était juste des moments assez contemplatifs avec une caméra et puis différentes sources lumineuses. Donc j'essayais de capter des images en essayant différentes choses. Et Persistance, c'était vraiment un moment très doux, très calme, où j'utilisais juste un pointeur laser. L'endroit où le point lumineux tombe, ça brûlait l'image. Mais par contre, la lumière se réfléchissait sur autre chose et du coup, je découvrais petit à petit l'univers qui était tout autour. Le rendu en vidéo n'est pas le même que quand on le vit et donc je travaille sur les images en vidéo pour multiplier le signal et pour que ce soit un peu plus fourni, pour que l'humain ne s'ennuie pas. Mais à regarder comme ça sur un écran, c'est pas pareil, on n'est pas dans la même immersion. Et l'idée du parcours, comme c'est quand même un petit parcours, c'est un point de lumière qui se balade dans la nature. Du coup, ça fait comme une lecture de cette nature. C'est un temps après un autre. Mais sur l'écran phosphorescent, ça restitue la totalité de l'image. Elle est gravée de façon très légère, quand même, en dessous de la lumière vidéo. Et avec le jeu de la position du projecteur par rapport à l'écran phosphorescent, les gens rentrent dans la salle et cachent eux-mêmes le faisceau de lumière en découvrant ce qu'il y a en dessous. Du coup, l'humain aussi est là avec son ombre, mais la végétation persiste un petit peu derrière. Je m'intéressais à des questions liées à la représentation de la montagne, enfin, moi qui viens d'une région alpine, et j'ai créé toute une série d'appareils, d'instruments qui prennent des images ou des sons avec les phénomènes environnants qui traversent ce lieu. Donc par exemple cet appareil photo où on a la vitesse du vent qui va faire dérouler le film, un film argentique qui est situé à l'intérieur de ce boîtier. Et ce boîtier va se diriger en fonction d'où vient le vent. Ceci fait que le vent, c'est un phénomène qui est invisible. Et c'est un phénomène qui érode la montagne, tout comme l'eau. Et de prendre des images d'une montagne à travers un phénomène qui la détruit, ça m'intéressait de voir quelles images ça allait produire.
Et forcément, c'est des images aussi qui sont déformées et qui peuvent... des visions peut-être plus océaniques qui rapportent à des âges géologiques plus anciens. Voilà, c'est un peu c'est toujours des processus un peu expérimentaux qui amènent à des résultats qui tout d'un coup peuvent nous raconter d'autres choses sur le lieu. Sur cette vidéo, il y a 2 photos. Donc, c'est des photos qui sont très longues, qui font 120 cm de long, à la hauteur d'un film 24-36. J'ai pris ces images avec la caméra et puis elles ont été scannées. Puis après, c'est un déroulé comme ça très très lent sur cette image. Donc on voit une vidéo en fait qui a un déplacement à travers ce film. Et c'est tout un processus où il y a eu toute une série de prototypes. Donc ça, celui-ci, c'est le 3e. Et il y en aura peut-être d'autres à venir, voilà, qui permettront d'autres types de prise de vue. Sifflement, c'est une pièce qui a été réalisée avec une corne de bouquetin. Il faut savoir que c'est aussi un animal qui siffle pour communiquer. C'est un animal qui a failli disparaître. Et donc, pour revenir à cette corne, c'est un bouquetin qui a été trouvé sous une avalanche non loin de ce lieu. Et en écoutant à travers cette corne, comme un coquillage, il y avait une sorte de sifflement, mais très lointain. Donc, je suis remonté sur cette montagne avec cette corne, et j'ai mis un micro à l'intérieur de la corne, et j'ai enregistré le son ambiant. Donc, ce qu'on entend, c'est le vent qui frotte sur la corne, qui crée comme ce sifflement aussi. Donc dans cette idée aussi de nous donner à prendre conscience de la fragilité de notre environnement, il y a la pièce d'installation de Thomas Tilly et Pali Meursault Radioglace, qui au départ est un site web qui recense sur un territoire bien défini en France, autour de Loisan et de la Grave. Pali et Thomas sont partis avec un système d'enregistrement assez high-tech et complexe, enregistrer le son des glaciers, faire pas mal d'entretiens aussi avec des experts. Et ils ont constaté l'évolution du paysage. Et en fait, c'est ce qui nous donne à entendre et aussi à prendre en considération dans cette installation. Radio, glace. Alors, dans mon travail, je m'intéresse beaucoup aux sons de communautés autochtones qui sont en train de disparaître un peu aux 4 coins du monde. Et un jour, en m'intéressant aux Samis, qui est le dernier peuple autochtone vivant dans le nord de l'Europe, j'ai entendu parler que dans leur langue natale, leur dialecte local, on parle du son des aurores boréales comme les lumières qu'on entend. Et à partir de là, j'ai commencé tout un projet de recherche autour du son des aurores boréales, qui a commencé d'abord par une recherche documentaire dans une bibliothèque à La Haye, aux Pays-Bas, là où je suis basé, où j'ai trouvé des écrits les plus vieux datant de la moitié du XVIIIe siècle, relatant de ces phénomènes qui ont été perçus, écoutés, entendus par des communautés autochtones vivant dans l'Arctique, pas seulement dans le nord de l'Europe, mais aussi bien en Alaska, en Russie, etc. C'est toujours un sujet d'actualité et surtout débattu par la communauté scientifique occidentale. Personne ne s'accorde sur le sujet, sur qu'est-ce que le son des aurores boréales. Il faut savoir que il y a plusieurs théories qui ont été développées et moi j'ai basé mon travail sur une de ces théories. En fait, quand les aurores boréales sont très puissantes, elles créent des ondes radio naturelles qu'on peut capter avec des antennes. Et c'est ce que je suis parti faire il y a un peu plus de 2 ans sur une île au nord de la Norvège qui s'appelle l'île d'Andoya. Et pendant 3 semaines, dès qu'il y avait des aurores boréales, moi j'allais dans la montagne pour pouvoir enregistrer ces sons. Et puis un jour j'ai eu la chance, il y a eu une très forte tempête géomagnétique, donc avec beaucoup d'aurores boréales. Il faisait gris ce soir-là, donc j'ai rien vu, mais j'ai pu les entendre et j'ai pu les enregistrer. Si vous êtes intéressé pour savoir comment les aurores boréales sonnent, je vous laisse écouter ce son. J'ai travaillé avec des scientifiques, des géographes qui font des prédictions sur le réchauffement climatique, donc qui découvrent à quelle période les îles vont être submergées par l'eau. Et j'ai choisi plusieurs îles qui allaient être submergées dans le futur, de continents différents, qui ont des enjeux politiques aussi différents. Et au-dessus de ces îles, il y a une couche d'encre noire
qui, quand elle est posée près d'une source chaude, révèle l'image. Donc c'est un peu comme dans une chambre noire qui fait apparaître des fantômes. Donc si on prend ces cartes, derrière, à leur verso, on peut voir le nom des îles, le siècle de disparition, mais aussi un cachet de la poste. Et c'est le futur qui nous écrit pour nous parler et nous communiquer quand est-ce que les choses apparaissent et disparaissent. Alors les saints que je présente ici, c'est une œuvre composée de 250 petits haut-parleurs qui reproduisent chacun le son d'une abeille. Les saints d'abeilles, qui est parfois composé de 30, 40, 60 000 individus. Alors ici on n'a pas les 60 000, mais on en a 250, donc ça donne déjà cette possibilité de pouvoir avoir d'une part l'écoute de l'ensemble, l'écoute de la multitude, l'écoute de l'essaim, mais aussi la possibilité d'écouter les individus un à un. Enfin, on a collaboré déjà avec les abeilles et l'apiculteur qui s'en occupe, Dominique Ardouin, et puis avec DDA Contemporary Art à Marseille, avec Constance Juliette Meffre et le Lab Gamers. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait à plusieurs. Et en partant de cette idée assez simple d'enregistrer justement une abeille séparément, il a fallu trouver le moyen de le faire. Alors on a imaginé un studio d'enregistrement pour abeilles. En gros, c'était une boîte insonorisée, acoustiquement un peu traitée, et dans laquelle on avait mis plusieurs supports de butinage avec du miel ou avec de l'eau et du sucre ou avec quelques fleurs. Et puis un micro très sensible au centre de la boîte. L'abeille était invitée du coup à venir s'enregistrer dans le studio pendant quelques minutes. Selon les abeilles, ça pouvait être très rapide ou parfois durer 10-15 minutes. Et on a donc enregistré 600 abeilles une à une pendant une semaine. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y a une évolution réellement entre le début et la fin. Selon les approches, certaines personnes vont considérer l'essaim comme une seule entité dans laquelle il y a plusieurs éléments qui viennent former cette entité, comme si en fait l'essaim était un seul être, un seul individu. Ce qui pourrait faire sens puisque les abeilles vivent clairement pour l'essaim, elles sont prêtes à mourir pour l'essaim, elles vont butiner pour la vie de la ruche. On parle d'un système eusocial dans lequel justement tous ces individus viendraient créer un seul. Et donc il y avait aussi l'envie de pouvoir leur rendre un hommage, de pouvoir rendre un hommage à tous ces petits êtres, à toutes ces petites ouvrières. Voilà, des insectes qui ne font pas forcément beaucoup de sons, qu'on entend, mais pas si souvent comme ça de manière individuelle, et encore moins souvent, ou alors dans des situations pas forcément agréables, si proches. Là on peut vraiment être à quelques centimètres, ou même coller son oreille contre l'abeille. Mais bon, c'est tout à fait des réflexions qu'on peut avoir au-delà des abeilles. Et au-delà de l'installation, je dirais que peut-être le but de l'installation, s'il y en a un, c'est de les écouter certes ici, mais aussi de pouvoir les écouter dans la vie, dans la nature, et peut-être même d'écouter d'autres insectes, d'autres sons, d'autres êtres vivants auxquels on porte moins attention ou qu'on n'écoute pas forcément. Je pense que voilà, elles ont vraiment une place très très importante qu'on soupçonne peut-être pas à quel point ce petit insecte un peu insignifiant peut-être au-delà du fait qu'il produit du miel, de l'importance qu'il peut avoir dans notre société, dans l'alimentation et dans la biodiversité en général. Bon, je pense que de manière générale, l'écoute, elle peut dépasser le sonore, c'est-à-dire que là on les écoute, mais ensuite les écouter, ça veut dire aussi les prendre en considération. Voilà, l'idée de l'exposition, c'est vraiment d'aller dans la nature avec ces artistes, Marie Bender qui nous emmène dans la montagne, Sylvie, Simon et Anne Zimmermann qui nous emmènent à découvrir la nature la nuit. Même Sébastien Robert, même s'il est dans une relation très mystérieuse aux aurores boréales, ou Félix Blum qui prend le temps d'enregistrer le son des abeilles, et Stéphanie Roland qui est un peu à part avec cette science-fiction où on nous emmène sur des îles qui sont là mais qui vont disparaître. Aujourd'hui, avec les technologies que l'on a, ça nous permet vraiment de découvrir la nature sous un autre angle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres expositions de l'espace multimédia Gantner, comment la technologie nous permet à la fois d'être sur un enregistrement du réel, sur un témoignage d'un patrimoine qui va disparaître, ou d'être dans un fantasme
Et c'est un peu tout ça, modestement, qu'essaye de présenter dans la nature. Il y a aussi un côté, une conscience, un engagement, pour montrer que toute la fragilité de notre environnement. Et puis aussi un petit clin d'œil à nos collègues de la Maison de l'Environnement du Conseil départemental du territoire de Belfort, qui font ce travail quotidien toute l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des échanges dans les propositions qu'on va faire en dehors de l'exposition. Radio, glace.